Sandalicious. Elle s'appelle comment cette émission? Elle s'appelle pas. On n'a pas de nom. Comment on l'a appelée sur YouTube la dernière fois? Je cuisine pour Antoine Blanco. Je cuisine pour Marwan. Pour Marwan Neri. Pour Marwan Léry. Comment t'écris ton nom? L-A-I-R-I. L-A-I-R-I. R-I. Léry. Très simple. C'est joli, Léry, ça veut dire quelque Merci. chose. C'est le nom d'une région au Maroc. Quelle région? C'est El Aïl, qui est dans le Rif, dans le nord du Maroc. Et tu viens de là ou? Moi, mais mon grand-père vient de là. Incroyable. Donc, le côté de mon père vient de. Genre ton grand-père, il a le blaze de la région, quoi. Ouais, en fait, c'est pas le. C'est comme si tu disais le Parisien, quoi. Ah oui. Donc, l'Aïli, ça vient de Ok. Le Parisien, c'est stylé. Parce que C'est stylé. Marwan, Poitou-Charentes, d'un coup, c'était moins. C'était pas cool quand même. Qu'est-ce que c'est contre le Poitou-Charentes? Rien du tout. Attends, Raffarin, il vient du Poitou-Charentes. Oui. Ça a été un grand Premier ministre de la France? Il était pas très grand. Non, mais il nous a fait des grandes. Il avait un sens de la punchline, lui, non? Un peu. Ouais, La pente est longue, mais elle est rude, ou enfin, des trucs comme ça. Toi, t'es trop jeune pour ça, tu sais même pas qui c'est, Raffarin. T'as quel âge toi, Marwan? J'ai 24 ans, là. Ouais, t'es un Ouais, bébé. bah, C'est un bébé, ouais. Ah, t'es un bébé. Un grand enfant, un grand enfant. Pas un T'as bébé, vu qu'on est entouré que d'enfants? C'est fou. C'est Je crois vraiment qu'on les bizarre. attire. on les Comment? cherche. Vous êtes vraiment chelou. Et écoute, moi, on m'a dit, les gens jeunes, ils savent des choses que les gens vieux ignorent. Donc, C'est possible, peut-être. c'est comme ça qu'on reste connecté. Et encore, toi, 24, ça y est. Ouais, je suis trop bien maintenant. Franchement, quand je vois la génération de mes neveux et nièces, ils me racontent des trucs, je comprends rien. Ouais. Ils regardent des trucs sur TikTok, je sais pas ce que c'est. Ils utilisent des expressions. On sait Allez. que t'as du mal, toi. Je dois aller chercher sur Google Ah ouais. pour dire qu'est-ce que ça veut dire que. C'est tellement différent maintenant. Après, ils sont nés avec Internet. Ouais. Bah, c'est toujours comme ça. Chaque Même ma génération n'est pas née avec Internet, tu vois. Mm. C'est nous, on avait 12-15 ans. Ouais. Maintenant, ils ont accès à des trucs qu'on n'avait jamais Toi, t'as accès. grandi au Maroc? Non, en France, je suis né en France, j'ai grandi en France, à Paris, dans la région parisienne. Ok. Bon, avant C'est- qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'est-ce que t'aimes manger? J'aime manger tout ce qui est. J'aime beaucoup de choses, moi. Ouais. Donc, j'aime bien explorer. Un peu d'exotisme. J'aime bien la bouffe française, évidemment. Libanaise, marocaine, japonaise, beaucoup. Ouais. Kadaku. Très, très bon restaurant. Je l'ai amené. C'est bon. C'est extrêmement bon. C'est choquant carrément. Parce que, en fait, quand tu manges dans un restaurant japonais en France, tu te rends pas compte du gap qu'il peut y avoir entre la bouffe japonaise que tu manges en France et celle que tu peux manger au Japon ou bien à Kadaku. Mm. Et là, tu te rends compte du fossé qu'il y a. Bien Donc, sûr. T'as pas été au Japon, toi, encore? Si, j'étais. Ah bon? Ouais, D'accord. j'étais l'été dernier. Ah oui. Donc, je vois, Ouais. j'ai pu expérimenter, tu vois, là-bas déjà, la différence phénoménale. C'est qu'il peut y avoir. incroyable, le Japon. Ouais. Et tu dis pas qu'un sushi peut être 100 fois mieux que ce que tu Ouais, manges. je sais. C'est ça. Bon. Bah, Qu'est-ce écoute, que- toi, tu vas faire quoi, Moi, j'ai Arthur? triché. Parce qu'avec Nathan, notre chef, j'ai préparé des éclairs. On va faire des éclairs salés. Hum. Et après, je vais faire un autre sandwich. Bah, tu sais quoi? Tu pourrais nous, vu qu'on est à fond sur le Japon, on fait un egg sandwich chorizo, c'est notre fameuse recette secrète là. On peut faire, c'est lourd. Ça. Ouais, parce qu'en plus j'ai du chorizo halal pour notre ami. Incroyable. Donc Là, pour ça à tout. on peut faire ça. Ok. Et C'est bah sûr qu'il est halal ton chorizo? ouais, Quand même. tout est halal là. Bon, moi, je vais t'improviser un petit sandwich de poulet. On va faire un sandwich de poulet exotique Vas-y. avec parce que t'as une tête, on dirait que t'es brésilien. C'est vrai. Et donc, je sais pas. Comme un sport. Voilà. Ouvre là. Vas-y. Mm. C'est beau tes couteaux. Hein. Merci. Maintenant, où ça son couteau aussi? Ouais, j'ai vu. La dernière fois, il a oublié. Mais Avec il a pas un fan aussi. stratège. Ouais. Toi, le manche, c'est de l'ivoire. C'est de la corne. C'est très stylé. Donc, on a un peu triché. On a fait des petits éclairs. Je vais couper en deux. Dedans, je vais mettre, je pense, crème, Philadelphia, saumon, petites herbes et compagnie. Après, on va mettre une tranche de saumon fumé sur le dessus. Comme ça va donner le filet, tu vois. La tranche de saumon fumé, le but, c'est que ça fasse l'effet glaçage de l'éclair. Très très cool. stylé. Trop bien. On va dégoûter ça.
Bon, Marwan, raconte-nous, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Écoute, j'habite à Dubaï depuis 9 mois maintenant. Je suis entre Paris et Dubaï du coup. Moi, je suis fondateur d'une agence qui s'appelle Alicent Studio. On développe des produits Web3 pour nos clients depuis presque 4 ans maintenant. Donc, on est basé à Paris de base, maintenant Dubaï. Et nos clients sont un peu partout, États-Unis, Singapour beaucoup, France, Dubaï. Et voilà, on accompagne dans la création de produits blockchain, principalement. Comment t'as démarré cette boîte? À la base, c'est une agence web classique. Mhm. Donc, on a commencé comme ça avec Adam. Ça fait 8 ans qu'on se connaît maintenant. Et du coup, on était entrepreneur de base. On voulait vraiment faire de l'entrepreneuriat, on voulait créer des startups, etc. Et on s'est dit, le moyen le plus simple de commencer, c'est de créer une agence, de proposer des services à des gens soit qu'on connaît, soit des entreprises. Donc, ce qu'on maîtrisait, c'était l'informatique. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé à proposer des services de développement web à nos clients. Et puis, très rapidement, c'était au bout de 6 mois, on a rencontré un premier founder d'une boîte Web3. On a appris un peu ce monde-là. Après, c'est code parce que c'est un monde très codifié en vérité, le Web3. Très communautaire, très sectaire limite. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Bah quand même, ouais. Plus que d'autres secteurs? Je sais pas si c'est plus. On Chaque en- secteur a son. On, Ouais. on en parlait hors caméra. Ouais. En fait, tous les secteurs sont pourris. Bah ouais, c'est ce que je disais en fait. Ouais. Mais ouais, bon. Mais le Web3, c'est assez particulier parce que, en fait, c'est un aspect très communautaire. Et quand tu regardes de l'extérieur, tu dis que c'est une communauté qui s'entraide et qui bosse ensemble pour créer des produits, pour changer et créer un monde nouveau. Ouais. Ça, c'est la première vision qu'on a du Web3. Maintenant, quand tu rentres un peu dedans, tu te rends compte que déjà rentrer, c'est pas facile. Ouais. Mais surtout, tu as la face visible et la face cachée. La face cachée, tu n'as jamais accès à elle. Sauf si tu es dedans, sauf si tu parles le même langage qu'eux. Après, la première barrière de chaque industrie, c'est le jargon, c'est le langage. Mais le Web3, ça va au-delà de ça. Tu vois, c'est un usage, c'est un mode de vie, c'est une philosophie qui est un peu compliquée. Donc, nous, on est entré là-dedans au bout de 6 mois. Et toi, c'est Yeah. pur business. T'es pas rentré dans idéologiquement, je vais tuer les banques. Bah, moi, la première idée que j'avais avec le Web3, c'était de créer un produit. Merci. Je voulais faire un produit de KYC on-chain pour les banques. Ok. C'est un peu la première vision que j'avais du Web3. Donc, faire un truc pour simplifier la vie des banques. Et, Des banques. Des banques à la base. Ouais, c'est bizarre, hein. Mm. Mais à la Tu base, t'es levé un matin et tu t'es dit, il faut rendre la vie des banques plus simple. non, je me suis levé parce que moi, j'ai un parcours en finance. Ouais. Et je me suis dit, c'est quoi le truc le plus chiant que personne ne veut faire? Il y a des choses qui sont chiantes. Tu as les process KYC, et le système bancaire qui est extrêmement chiant. Donc je me suis dit, comment on peut simplifier tout ça? Bah, KYC on-chain, tu vois. Et je connaissais vraiment rien à l'époque, hein, donc j'ai commencé à découvrir le Web3 par rapport à ça. Là, j'ai compris que c'était pas du tout l'esprit du truc. Et donc, en rencontrant des founders, en rencontrant des startups, etc., c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on leur propose un service tech. Et donc, on est passé d'agence web à agence Web3, un peu comme ça. Ok. Donc, c'était il y a 3 ans, ça. Et c'était qui ton premier client? C'était une boîte qui s'appelle Retrib. Comment? Une boîte qui s'appelle Retrib, Ouais. qui est un système de paiement basé sur la blockchain. Donc, un peu un équivalent de PayPal, mais basé sur la blockchain. C'est avec eux qu'on a découvert un peu le Web3, la crypto, etc. Et donc, un mec qui nous a formés sur toute la technologie s'appelle Adam Boujema, qui est un des anciens développeurs de Phantom, la blockchain Phantom, et qui est un des boss de l'écosystème niveau tech. Et donc, il nous a tout appris. Il est basé à Dubaï d'ailleurs. Et voilà, ça c'était il y a 3 ans, quoi. Et depuis, on fait du mentorat, on fait de l'advisory pour ces projets-là, beaucoup d'accompagnement technique. Oh, merde. Et nous, le but, en fait, c'est de créer un écosystème. C'est pas uniquement une agence de service. On a un écosystème autour de nous de partenaires. Et on va aller au-delà de juste la prestation tech. C'est vraiment, tu bosses avec nous, tu as accès à tout ça. Tu as accès à des visites, tu as accès à des avocats, tu as accès à des auditeurs, tu as accès à tout. Ok. Donc, c'est pour ça que notre but, c'est vraiment de créer un réseau ultra développé autour de notre boîte, quoi. Donc, pas uniquement être bon techniquement, mais être bon en accompagnement au-delà de la partie tech, quoi. En fait, on veut juste que les boîtes Web3 réussissent dans leur truc. Et la tech, c'est juste une des verticales de réussite d'un projet. Si tu n'as pas de tech réussi, ton projet va foirer, mais si tu n'as pas de bon marketing, si tu n'as pas de bonne sécurité, si tu n'as pas un bon accompagnement aussi VC, tu vas vite mourir aussi, quoi. Donc on a voulu en fait faire tout ça dans une seule boîte. Trop stylé. Trop stylé. Et Vous là, êtes combien aujourd'hui? là, on est 12. Donc la plupart des employés sont à Paris. Ok. On a des bureaux à Paris. On est venu avec Adam ici, mon associé, installé à Dubaï pour développer le marché Moyen-Orient en Dubaï, et Asie aussi surtout. Et puis on recrute des développeurs. On recrute un chef de projet aussi.
Comment vous développe, faites quoi. pour tester vos développeurs? On a plusieurs étapes. On a la partie entretien tech. Mhm. On fait un entretien tech assez poussé. En fait, il y a pas mal de choses que tu peux fake en entretien et en test technique. Par contre, mais le test technique, ça prend trop de temps. Donc, on a plusieurs étapes. On a entretien technique. On va pousser un peu le délire un peu loin. On va aussi surtout tester la culture de la personne sur une recherche qu'elle a pu faire. Il y a des choses que tu ne peux pas fake qui viennent qu'avec l'expérience. On a un set de questions assez développé. Après, on peut faire des entretiens avec leurs anciens employeurs, donc on cherche des références. Ouais. Mais je veux dire, la manière qu'on a la plus saine de recruter, c'est par recommandation, quoi. C'est la plus sûre, etc. Parce que, Et les recommandations, elles viennent du réseau, des employés actuels, de... ouais, le réseau, employé actuel, ancien founder aussi, incubateur, VC, Ok. c'est un peu ça. Stylé. Mais c'est compliqué. Je dirais recruter des bons techs, c'est la partie la plus dure de notre activité, quoi. Ouais. Et tu imagines que les erreurs coûtent cher? Ouais, elle coûte assez cher quand même. Bah, ça nous est arrivé récemment, on a eu des recrutements pas qui se sont mal passés, mais on va dire que on a eu des gens qui étaient défaillants, on a failli perdre un client à cause de ça. C'est des clients avec des gros enjeux, donc ouais, c'est vraiment dur. Et les heures coûtent très cher. Et en fait, pas uniquement au niveau technique, mais même au niveau chef de projet. Un chef de projet qui n'a pas de connaissances Web3, c'est ça la compliqué de notre milieu, c'est que on était une agence normale. Un chef de projet, il sait gérer un projet, c'est bon, tu vois. Mm. Là, on a besoin d'un chef de projet qui parle au client. Mais s'il parle pas le même langage, donc qui ne connaît pas l'écosystème Web3, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que ça Bon. fait un monde un peu relou. Ouais. Et c'est quoi il y a des projets sur lesquels vous communiquez? Ou... Ouais. Des projets sur lesquels on peut communiquer. On a bossé avec une boîte qui s'appelle GivePack, par exemple, Ok. qui est basée à New York. Ouais. Qui font on a développé pour eux une plateforme de dons en crypto. Donc, qui permet à des gens de faire des dons à des assos. C'est principalement des ONG américaines à travers des cryptos. Donc, pas besoin de cash out, pas besoin de payer les 30% d'impôts. Tu payes directement la plateforme qui, elle, convertit en fiat et qui donne les fiat aux ONG. Donc, ça simplifie la vie de tout le monde. Ça, c'est un des projets qu'on a fait il y a à peu près 1 an et demi. On bosse avec des plateformes de SocialFi. Donc, c'est un peu. En fait, la SocialFi, c'est la rencontre de la blockchain, de la DeFi et des preuves sociales. Ouais. Ouais, tu vois C'est pour toi de Farcaster? Farcaster? Je connais pas trop. Je crois qu'ils sont en train de péter là en social fi. Ah ouais? De ouf. Ok, faut que je regarde. C'est, je crois que c'est un très bon projet. Je peux me Ok. tromper. Ok, je regarderai. Et puis après, en projet plus, on dirait, instit, moins DGN Web3, on a bossé avec l'ONU. On a fait une plateforme d'enchères pour l'ONU. Ouais. Pour lever des fonds pour une assos. Qu'est-ce qui est bon, c'est bon. Voilà. Il est très goûtu. Il va l'être. Ouais, ça se voit. Après, on a des clients DeFi aussi. On bosse avec une boîte qui s'appelle Treehouse Finance actuellement. Ok. On développe un vault pour eux. Donc à la base, eux, c'est un outil d'analytics, un peu comme Bloomberg Finance, tu vois, les termes de Bloomberg pour les traders. Ok. Ils ont l'équivalent en crypto pour les instits. Et là, Ok. ils développent un produit, un vault. Donc, ils basculent de la partie instit à la partie DeFi, mais toujours réservé à leurs clients institutionnels. Donc, eux, ça fait 2 ans qu'ils existent. Ils ont levé 18 millions de dollars auprès de Binance, Bybit, GCR, tout ça, GSR. Et nous, on les accompagne sur la partie technique. On bosse pour un stablecoin aussi en France qui s'appelle Usual, qui est porté par un ancien député qui s'appelle Pierre Persson. Ah oui, ils ont fait une levée de fonds récemment. Ils ont levé 7 millions, je crois. Et c'est un stablecoin euro. C'est un stablecoin dollar pour l'instant. Dollar. Ouais, première étape. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est plus simple d'avoir de la liquidité pour un stablecoin dollar que pour un stablecoin euro. Oh, c'est dingue. Après, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Non, mais je parle pas d'eux, je parle du gouvernement. C'est-à-dire que les mecs, ils ont un député français qui a enfin fait un projet crypto C'est intéressant. un ancien député. Oui, d'accord, mais. Ouais. Enfin, tu vois, il est censé Oui. pouvoir naviguer le système et le pauvre, il doit aller faire un stablecoin dollar. Ouais. Bah écoute, faut voir ça avec le gouvernement français. Hein. Enfin, c'est chaud quand même. Hein. Après, il y a beaucoup plus de liquidité en dollars qu'en euros aussi. Donc, je pense que quand tu fais un stablecoin, c'est plus simple d'attaquer le marché dollar que le marché euro. Quoi. Non, c'est sûr, mais il y a un moment, si l'euro veut se défendre, il va falloir. Mais bon, Ouais, l'euro, ils doivent dire qu'ils vont avoir leur putain de monnaie CMBD, je sais pas quoi là. Ouais. Mm. Ouais. Écoute,
vrai que je pense que c'est beaucoup. Après, même niveau infra, c'est beaucoup plus simple de faire un stablecoin dollar que de faire un stablecoin euro, tu vois. Là, il y a tout ce qu'il faut, t'as les brokers qu'il faut, t'as les gens qu'il faut pour. T'as les outils qu'il faut déjà pour faire un stablecoin dollar. Stablecoin euro, c'est super chiant. Et puis même, en fait, quand tu regardes qui détient l'euro, quoi. C'est pas forcément l'Europe, hein. Toute l'infra de la banque centrale, c'est IBM, une boîte américaine. Donc, au final, c'est quoi la différence entre un stablecoin euro et un stablecoin dollar, quoi. C'est vrai. Et donc voilà, ça fait 4 ans qu'on se développe. Là, on veut grossir au maximum, faire une agence qui propose le service de meilleure qualité possible. Et D'ailleurs, vous réfléchissez à vous étendre dans d'autres domaines, quoi, Ouais. que le développement. ouais, plus ou moins, ouais. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ouais. On veut vraiment maîtriser à fond déjà cette partie-là. Je pense que être une agence, D'ailleurs, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ouais, à un mec qui est Marwan il y a 4 ans, qui a 20 ans, ouais, et qui. Parce que tu as créé ça, tu avais 20 ans. ouais. J'avais 19 ans et officiellement 20 ans quand on a Ouais. créé la boîte. Et qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil sur sa première semaine? Ça ressemble à quoi sa première semaine? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi les étapes par lesquelles il passe? Petite masterclass. Créez votre agence par Marwan. C'est vraiment dur parce que quand tu crées une agence, on te demande comment tu fais pour avoir ton premier client. Ton premier client, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est ton entourage, c'est les gens que tu vas voir dans la rue. C'est pas vraiment de masterclass pour comment avoir son premier client. Maintenant, si je devais revenir 4 ans en arrière et me dire qu'est-ce que je ferais pour mieux faire, euh, qu'est-ce que je ferais différemment? En vrai, pas grand-chose. Mhm. J'essaierais juste d'être plus visible partout, tu vois. D'avoir Ok. déjà avoir une meilleure présence en ligne et faire plus d'événements, faire plus de rencontres, développer mon réseau dès le début. En fait, ce qui campagne le mieux, j'ai remarqué, c'est le réseau. Et aujourd'hui, tous nos clients, ça va être des recommandations, ça va être notre réseau, nos partenaires qu'on a créés, notre réseau de partenaires qu'on a créé au fil des 4 ans. Donc, si j'avais commencé à dès day one, créer des gros partenaires, aller chercher les gens les plus installés dans le game, faire des collaborations avec eux, je pense que c'est ça la meilleure manière de commencer. Et si j'avais targeté ça dès le début, je saurais pu campagner plus rapidement. Et tu penses qu'il t'aurait parlé dès le début? Tu dis quoi? Tu penses qu'il t'aurait parlé dès le début? Moi, j'ai fait un partenariat avec Consensus dès le début. Ouais. Vas-y, On raconte-nous. n'était personne à l'époque. Raconte-nous comment ça s'est passé. En fait, pour provoquer ce truc-là, il faut juste aller parler aux gens. Et moi, il y avait un des mecs qui travaillait chez Consensus à l'époque, qui s'appelle Benjamin Lavergne, qui était directeur de la partie startup de Consensus. À l'époque, Consensus avait ouvert une sorte d'accélérateur pour les startups. Et ils se détachaient un peu de la partie service, parce que moi, l'image que j'avais de Consensus à l'époque, c'est une boîte qui faisait du service à des grands gouvernements, à des grands comptes, et ils font aussi de la partie outils. Donc j'ai contacté ce mec-là, on a fait un call, il m'a pris direct, alors qu'en fait, en réalité, j'étais personne à l'époque. Des gens tech Web3, il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc c'est ça qui m'a donné un vrai edge aussi. On a commencé à parler, on a fait un call, il peut a dit ça tombe très bien que vous nous parliez maintenant parce qu'on fait plus de service depuis 2 mois. Donc je cherche des partenaires pour notre accélérateur. Ouais. Et donc on est devenu l'agence peux écrire ça Web3 un peu inconnue, l'agence Web3 partenaire de Consensus. Donc c'est ça qui m'a permis d'aller voir des gens, tu vois, directement. On m'a dit ouais, on est partenaire Consensus, machin, et ça donne de la crédibilité directe, quoi. Incroyable. Ce qui est trop dur quand tu es une agence, c'est que tu n'as pas de track record, tu n'as pas d'anciens clients à montrer. Et le premier truc qu'on te demande, c'est qui sont tes clients. Bah, en l'occurrence, j'en ai pas vraiment, mais il y a Consensus qui me fait confiance. Donc, oui, on bosse ensemble, quoi. Et en fait, ça a marché. Ouais, même si en réalité, j'ai rien fait avec Consensus. Hein. Mais c'était pas le but. Ouais. Le but, c'est juste d'avoir une marque reconnue qui était posée sur notre CV de voilà nos partenaires, ils nous font confiance. Bah, c'est pas pour rien. Tu me Quoi. feras pas confiance, ouais. Exactement. Alors, il y a un gros changement quand même qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a essayé la cuisine professionnelle et en fait c'était pourri. Et donc en fait notre cuisine c'est beaucoup mieux. Ah bah c'est chez nous, on est plus à l'aise quand même. Hein. C'est cool, hein. En même temps, elle est bien notre cuisine. Hein. Vous avez une très belle cuisine. Hein. Ouais. Et qui a mis en place sa Qui cuisine? a fait cette cuisine? Qui a fait ces Ouais, beaux ouais. meubles? Ah mon bien. Et ce beau meuble en bois. C'est moi. Ouais. Ah ouais, c'est moi. Et encore, vous pouvez pas voir la table Apple. Ah, on la beau. mettra dans la vidéo. Tu veux qu'on mette un petit lien d'affiliation Non, moi le problème c'est que je vais être harcelé de gens qui veulent faire des meubles, genre une chaise quoi. Ah oui. Tu connais? Bah oui. Moi je suis plutôt des gros problèmes. Ça va être C'est compliqué, génial, je vais être tu obligé de leur dire non. Ici, tu vas meubler toute la maison, on peut. Là ça commence. Non, pour toi Si c'est évidemment. une grosse Merci. maison, oui. Ouais. En gros, je fais pas des. Je fais rien en dessous de 300 000 € de budget.
Si tu veux. Ça marche. Voilà. Mais toi, t'as les moyens, toi. Bah oui. Maintenant, partenariat C'est dans Conscience 6, Web3. c'est dans Web3. 100 000 €, ça va, c'est pas grand-chose. Ça pèse. T'as un peu d'alpha à nous partager, là? Parce que nous aussi, on veut devenir riche. Vous aussi, ah, ok. C'est plutôt à moi de vous demander. Ouais, nous, on est pauvres, enfin. Attends, t'es dans les Ouais. projets et tout, tu peux nous Ouais. donner un peu de délai initiés, ça marche comme ça en Web3, non? Écoute, moi, ce que j'ai commencé à faire il y a 2 ans, c'est que je me suis rendu compte que j'étais très nul en investissement. Donc, je me suis dit, je vais arrêter de mettre mon argent dans des projets que je ne comprends pas forcément, parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, je peux pas regarder forcément. Ce que je maîtrise de mieux et là où j'ai le plus de levier, c'est ma boîte. Ma boîte, par contre, on fait des projets Web3 avec des clients qui eux aussi ont des cryptos. Donc en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, au lieu d'investir, on va prendre que les cryptos de clients avec qui on travaille. Et c'est notre plus gros edge, tu vois, parce que là, on maîtrise un truc au moins, on maîtrise la tech. Et c'est comme ça qu'on crée notre portefeuille en vérité. Mais j'investis plus. Qu'à part dans les cryptos. T'as raison. Ouais. C'est une très bonne, C'est- bonne réflexion. Une charge mentale beaucoup trop élevée, investir dans les cryptos, C'est à rendre fou. c'est horrible. T'as vu le pump d'hier? Ouais. Non. À plus de 20%. Dans la journée? Bah, dans la soirée. Ah ouais, non. Je regarde le chart. Ouais, j'ai vu. Attends. BTC à 71 000, Ethereum à 3680. Et attends, 3680 Ethereum, là. regarde le chart. Regarde la méga giga candle. Il s'est passé quoi hier? Incroyable. ETF News. Ok. L'Ethereum? Ouais, Ethereum. Avec qui BlackRock? Je peux pas regarder. Moi, j'ai vu le pump, j'ai dit ça. Je vais me coucher. J'ai rien compris. Grosso modo, l'histoire, Ouais. c'est qu'il y a un mec qui est assez suivi, qui a dit qu'il passait les odds, qui est un ETF ETH, de 0% à 75%. Tout le monde est parti en C'est vrai. tout. Mais j'ai rien compris à d'où il sortait cette info, pourquoi il sortait cette info. Et en plus, j'ai eu la flemme d'aller chercher et de lire. J'ai juste vu le tweet. Et je me suis dit, de toute façon, ils sont tous cons. Vraiment pire milieu du monde. Les news, ils montent, les news, ils descendent. On est là pour les fondamentaux, mais c'est de la spéculation, c'est pas mal quand même. Ouais. Donc, c'est Tous, exactement des, pour ça que j'ai arrêté. tous des menteurs. Enfin, c'est fatigant, quoi. Par contre, ce qui m'intéresse maintenant, je m'en parlais en plus vendredi dernier, c'est investir dans des startups. Ouais. Là, pour le coup, c'est un Je vais asset. donner une masterclass ouais. Angelist. Ah ouais? Je me suis inscrit d'ailleurs. Ouais. Je me suis inscrit, ouais. D'ailleurs, si tu as des petits problèmes d'accréditation, s'ils te disent que tu n'es pas accrédité investor, dis-moi, je t'aiderai. En fait, tu l'es, mais les cases. En fait, c'est trop bizarre parce que le système américain, tu n'as pas le droit d'investir dans les startups si tu n'es pas accrédité investor. Ouais. Or, il y a une nouvelle loi qui dit que grosso modo, toute personne qui travaille dans le monde des startups depuis 2-3 ans dans les agences, dans les machins, est automatiquement accrédité. Ils l'ont fait pour ouvrir un peu aux gens. Parce qu'avant, la seule définition d'accrédité, c'est d'avoir plus d'1 million de dollars en cash. Ouais. Puis après, il y a eu des exceptions. Et je trouve que c'est pas mal parce que le fait d'avoir ouvert aux gens qui travaillent dans le monde des startups, ça a permis de créer des opportunités pour des gens qui étaient simples, tu vois, avec leurs collègues. C'est horrible, tu vois, tu es dans une startup, tu sais que ça va performer, tu y crois. T'es insider, tu peux pas mettre parce que t'as pas 1 million de dollars cash. Ouais. Ça a fait un peu péter cap. Mais le problème, c'est que quand tu passes les formulaires comme sur Angelist, il y a une règle qui s'appelle le tip-off. Ils peuvent pas te tip-off parce que quand ils font le... Attends, c'est quoi ça? Ça, c'est le poulet, ouais. Beaucoup plus grillé, s'il te plaît. Peut-être ce que tu disais. Ils peuvent pas te tip-off sur quelle case tu dois remplir. Okay. Ils n'ont pas le droit de te donner de conseils. Donc, ils te donnent ce formulaire d'Accredit Investor que tu feras peut-être à ton premier investissement. Je pense pas que tu l'as encore eu. Je l'ai fait. Ah, tu l'as fait, mais je l'ai fait sur la plateforme, donc c'est pas un formulaire très très long. Ouais, ok. Mais à un moment, tu vas avoir un formulaire. Ils peuvent pas te dire quelle case cocher. Mais si tu me dis, moi, je te dis quelle case cocher. Ok, vas-y. Parce qu'en fait, tu as les bonnes cases. Mais c'est écrit dans un langage, tu as l'impression... c'est chinois un peu. Ouais, en même temps, ils n'ont pas le droit de te donner de conseils, alors. Mais c'est de la folie. Mais c'est une bonne... c'est une très très bonne plateforme. Mais la masterclass que je lui ai dit, c'est... parce qu'il y a Kylian, notre ami Kylian, qui a fait un post disant que c'était complètement con d'investir dans les startups. Et ce post m'a énervé. Et je lui ai donné les maths. Mais les maths, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu peux de façon consistante faire 5 000 € par mois, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens de faire 5 000 € par mois. Et bien, si tu le fais sur 5 ans, ça te fait quand même 60 tickets. 60 tickets à 5 000, c'est le seul endroit où tu as une chance d'avoir un 1000X.
Et contrairement à la crypto, c'est pas un 1000x qui monte, tu sais jamais à quel moment vendre. Exactement. Après, tu sais pas quoi faire de ta liquidité. Là, tu peux pas vendre, tu es tranquille. Et ça, les gens se rendent pas compte à quel point mentalement, c'est confortable. Tu mets, et dans 15 ans, tu ouvres la pochette surprise. Quoi. Une épargne. Ouais, épargne c'est une tranquille. super épargne tranquille. Ouais, c'est très intéressant. Parce que de je parler connais avec Adam, personne déjà. qui le fait en crypto pour de vrai, ça. T'as dit Mais quoi non, mais Ouais, c'est je prends impossible. des ledgers, je les mets de côté. Les mecs sont toute impossible. la journée en train de rafraîchir les cours. Parce que même si mon argent est sur une ledger, t'as quand même accès à la coupe, tout le monde te dit ça. Tu dis, j'aurais pu vendre là. C'est horrible. Je connais très peu de gens qui sont vraiment là, long terme, qui se disent c'est de l'argent bloqué pour 10 ans, 15 ans. Mais c'est pour ça que j'ai pas de crypto, moi. Mentalement, tu peux pas. Ouais. Tu... Ça, je me suis dit, en fait, c'est un métier. C'est Ouais. un métier, j'ai pas m'inventer un métier. Il y a Exactement. des gens qui le font très bien, donc c'est pas mon rôle pour l'instant. Et d'ailleurs, c'est un métier, bizarrement. Tu vois, prends l'exemple des meme coins. Ouais. Moi, je connais pas mal de mecs là qui tradent des meme coins, soi-disant, ils font plein d'argent et tout. Il y en a des plus ou moins sérieux, tu vois. Mais même les mecs sérieux, ils veulent pas ton argent. Parce qu'en fait, quand c'est leur argent, ils dégènent. Ouais. Mais quand ils prennent l'argent de quelqu'un d'autre, ils sentent une responsabilité et d'un seul coup, Ouais. ils font des conneries, en fait. Et donc, c'est hyper dur, en plus, même si tu dégènes toute la journée, Ouais. de dégène pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est pas la même vrai. philosophie. Ouais, je suis d'accord. T'as fait de l'argent avec des mêmes connes un peu, Marwan? Moi, T'as- zéro. T'as un peu dégène ou pas? Non, J'ai fait Non, mais j'ai il fait- dégène pas du tout, lui. Un petit peu. Très légèrement. J'ai mis 500 € sur des tokens Solana et c'est tout. Hein. Juste pour m'amuser, tu vois. Sol dans le niveau dégène, c'est quand même pas très haut, quoi. C'est rien du tout. Ouais, moi, je suis tellement pas dégène. Après, dans l'esprit un peu, tu vois, je comprends et ça me fait rire, ça m'amuse un peu. Il en faut des gens comme ça. Mais pareil, Ah, c'est... mais- Moi, j'ai rien contre le casino, au contraire. Si le casino marche et fait gagner Ouais, des gens, pourquoi fait faire pas. des gens, Pourquoi pas. les gens sont des grands. Hein. En fait, je vois ça d'un bon oeil quand même, tu vois, parce que tu avais beaucoup de gens qui critiquaient la spéculation sur les cryptos. Ce que la spéculation apportait de bien, c'est Mets-moi que... ça dans un bol, s'il te plaît. Ce que la spéculation apportait de bien pendant une durée de 1 an, 2 ans, c'est que tu as plein de gens qui ont appris à coder sur la blockchain, donc en Solidity, faire des smart contracts en gros, grâce aux dégènes, grâce aux mecs qui gamblaient un peu. Du coup, ça apportait en fait beaucoup de talents qui auraient jamais vu le jour sans ça, quoi. Et aujourd'hui, ces mecs-là qui bossaient pour des projets un peu dégènes, machin, ils bossent pour des projets sérieux, mais ça fait des gens ultra intéressants et ultra compétents à recruter, quoi. Exactement. Tu nous as dit, c'est combien de temps que t'es à Dubaï? Ça fait, depuis septembre, ça fait 9 mois maintenant. Toi, t'as une histoire de ouf, comment t'es arrivé à Dubaï, non? T'as dit quoi? T'es arrivé à Dubaï et t'es jamais reparti, c'est comme ouf, C'est un non? peu comme ça, ouais. Vas-y, raconte, Ça va je comme crois ça. qu'il y a une histoire comme ça, non? Ouais. Raconte gros, ça. On faisait des allers-retours avec mon associé Adam, ici à Dubaï. On avait un client ici à la base et puis j'avais rencontré une histoire un peu longue, mais en gros, Ouais, on a le temps. Vous avez le temps? On ok. a tout le temps. Donc ça remonte d'il y a 2 ans, si tu veux la genèse un peu du truc. Il y a 2 ans, j'étais en Suisse pour World Economic Forum, à Davos. On était parti avec Adam. Donc ouais, là-bas, j'ai fait la rencontre d'un mec qui s'appelle James Bowter, qui est un média à Londres sur les cryptos. Et en gros, la rencontre était un peu bizarre, tu vois. Je sortais de l'événement, je rentrais, et j'entends un mec qui me tire un peu. Il me dit, je kiffe tes cheveux. Je dis ok, je me tourne, je commence à lui parler et tout. Et on se présente, je vois qu'il a un gros média, moi je lui explique que j'ai une agence. Et on se présente et tout, et puis il me dit je connais un mec avec exactement le même prénom que toi, qui s'appelle Marwan. C'est le mec le plus influent dans la crypto de Dubaï. Je dis, excellent. Et c'est en fait ce mec s'appelle Dr Marwan El Zarouni, qui est le porte-parole du gouvernement de Dubaï, sur tous les sujets de Dubaï 2030, donc Web3, blockchain du coup, entertainment, gaming, etc. Donc il me dit il faut que je te présente. Je dis bah, avec plaisir. Parce que tu t'appelles Marwan. Et moi aussi, je m'appelle Marwan. Arthur. Incroyable. Bon, voilà. Arthur ou Marwan. Et donc il me met dans un groupe WhatsApp et il me présente à Marwan, il me dit ouais Marwan, voilà ton digital twin. Il s'appelle Marwan. Je dis ok, trop cool. Il répond pas. J'envoie un message et tout, je lui dis écoute, c'était là qu'on se rencontre, c'est intéressant ce que tu fais. Il avait dirigé le Dubai Blockchain Center. Il m'a dit avec plaisir, j'ai vu que James nous avait présenté, je lui ai fait confiance, c'est un ami depuis 5 ans. Trop Tu lui cool. fais confiance. Alors que le mec, j'ai rien dit. Il m'a dit ce mec-là, il s'est jamais trompé dans toutes les intros qu'il m'a faites. C'est incroyable. Et donc, je commence à parler avec Marwan, je vois qu'il a vraiment une influence. C'est lui qui a introduit CZ, donc les patrons de Binance à Dubaï, c'est lui qui l'a installé. Et donc, je le rencontre à Paris. Il était venu il y a 1 an et demi pour la Paris Blockchain Week. Ouais. Et on parle pendant des heures et des heures. Il me dit qu'il faut qu'on fasse un partenariat et tout. J'ai ouvert un centre de blockchain à Paris. Mais ça m'intéresse, mais c'est pas l'idée. Moi, je veux m'installer à Dubaï par contre. Il me dit ok, si tu veux t'installer à Dubaï, tu me dis.
on va t'aider, on va te fournir des bureaux, on va te machin. En fait, ce mec-là, au fil des années, c'est devenu, enfin, au fil des mois, c'est devenu mon contact principal sur Dubaï. Il m'a énormément aidé et il a surtout aidé des gens que j'ai présentés, donc ça m'a mis en bonne position auprès de plein de boîtes que j'ai ramenées à Dubaï. Et donc, ça s'est fait comme ça, tu vois. Ça nous a mis un peu la puce à l'oreille sur Dubaï. Et donc, 6 mois plus tard, on arrive à Dubaï avec Adam. Et puis, on avait un ami qui vivait là. Donc, juste avant de venir, on s'est dit, Dubaï, ça peut être intéressant. On prend rendez-vous avec Maj, donc Maj qui est la société qui aide les gens à s'installer sur Dubaï. On prend rendez-vous avec eux et puis on se dit, bon, ça peut être cool, quoi. Donc ça, c'était le rendez-vous d'introduction à Maj. On arrive dans leur bureau, on leur dit, introduction, ok, c'est cool, machin, mais nous, on veut s'installer là. Et donc, ils nous envoient les papiers, tout ça, on signe et puis on envoie l'argent directement, que le lendemain, ça commence à la process. Incroyable. Donc, ça s'est fait ultra rapidement. Trop stylé. Et, ça, Et donc tu regrettes de t'être installé à Dubaï, j'imagine. Ouais, horrible. 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 Ouais. Pire ville du monde. Ouais, le climat aussi. Ça passe mal, le climat il est dégueulasse. Ouais, le droit de balle. L'ambiance est nulle. Les Les tempêtes, tempêtes. c'est toujours pas intéressant. Tempêtes. Les tempêtes. Les tempêtes. Non, c'est incroyable. Qu'est-ce que Donc, t'aimes à Dubaï? Ce que j'aime à Dubaï, c'est la possibilité que. En fait, t'as l'impression que tout est possible. Un ruban aux pommes. Excellent, je vais l'accrocher chez moi. Ce que j'aime à Dubaï, c'est l'exposition à totalement d'entrepreneurs que tu n'aurais jamais rencontrés en France. Et j'ai l'impression que tu as plein d'entrepreneurs qui sont ultra ambitieux, ultra talentueux, qui sont même des fois français, qui sont installés ici, mais que tu n'aurais jamais rencontrés en France. Donc c'est un peu ce monde-là de se dire que. C'est vrai que vivre à Dubaï, ça te fait pas. Tu fais partie du club. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai ça. Et déjà ce côté-là, et puis après nous, c'est tout. D'ailleurs, plus la France va chier sur Dubaï, et plus les Français installés à Dubaï vont être solidaires. Ouais, c'est très très vrai. Donc d'ailleurs, c'est très important que les Français continuent à Ouais, critiquer Dubaï. ouais, je suis très très d'accord avec toi. Et Ouais, donc déjà ça. Si vous pouvez juste arrêter en fait, je suis sûr que ce sera pas mal. Ouais, je te jure. C'est Moi, ce qui je- crée, c'est ce moi, qui crée je- la solidarité ici. Tu crois? Mais bien sûr, tu te sens, tu sais, ah, toi aussi, t'as compris quelque chose que les autres n'ont pas compris. Alors que si Ah, c'est ouais. mainstream, t'as besoin de créer des nouvelles barrières. T'as toujours besoin d'avoir une barrière avec les autres. Un ennemi commun. Ouais. Ouais, c'est vrai. Merci. Merci. Après, ce qui est particulier avec Dubaï, c'est que tu peux pas vraiment faire de business ici sans être installé ici. C'est impossible. Ouais. C'est un truc qu'on a très vite compris. On avait plein de partenariats possibles, on avait plein de clients potentiels ici à Dubaï, mais impossible de les signer si on n'est pas ici sur place. Mm. Et ça, c'est très vrai pour aussi les clients qui sont en dehors de Dubaï, mais qui viennent ici pour être de passage, parce qu'en fait, c'est un gros hub Dubaï. Mm. On a plein de clients en fait qu'on a rencontrés ici, mais qui sont pas installés là. Mais c'est juste le fait d'être exposé au monde entier qui fait que c'était ultra important pour nous de nous installer ici. Trop bien. Et vous habitez où? À la Marina. Bah, je dis vous, parce que je crois que t'es en coloc avec Adam, c'est ça? Ouais, c'est ça. Un associé. Vous êtes combien d'associés? Vous êtes On est combien deux associés. Deux associés, non? Ouais, deux associés. Donc lui et moi. Et comment t'as trouvé ton associé? On s'est rencontrés, on était étudiants ensemble dans la même école d'ingénieur, à Saint-Etienne. Donc ennemi commun, Saint-Etienne. Et puis même état d'esprit, on Et vous était allez- très, très similaires. Donc on s'est rencontrés à l'inscription, c'était il y a presque 8 ans maintenant. Et du coup, depuis, on a toujours tout fait ensemble. Hein. Moi, je suis resté 2 ans là-bas, après je suis rentré à Paris pour continuer mes études, lui il est resté là-bas. Ok. Et puis on a fait... Donc vous avez l'agence, vous l'avez montée pendant que vous étiez étudiant et vous avez continué vos études. Ouais, exactement. Après, lui, il s'est installé à Paris. On a continué à Paris. On a pris des bureaux à Paris. Puis on fait tout maintenant. Ça a commencé comme ça, quoi. À distance de. L'agence, on l'a commencé, moi j'étais en Malaisie à l'époque en plus. Quand on a commencé à prospecter pour l'agence, c'était pendant le Covid. J'ai fait 6 mois d'étudiant en Malaisie, un semestre à l'étranger. Je me suis dit, bon, on passe un peu de notre vie quand même. Donc on a commencé à charbonner ce truc-là, à essayer de trouver des clients un peu de toutes les manières possibles. Donc plein d'erreurs à ce moment-là, mais c'était pas des heures qui coûtaient très cher, on s'en foutait un peu. Ok. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. Après, on s'est retrouvés à Paris, et puis ça, Elles sont par contre, les herbes. on s'est bien développé. Ouais, tu vois la différence avec Dubaï. En fait, Dubaï, c'est devient vite la norme. Hein. Ça, j'ai remarqué en rentrant à Paris. Ouais. Enfin, tu t'habitues très vite à l'environnement ici, tu t'habitues très vite au fait que les gens sont très généreux en introduction. Enfin, je pense que tu l'as remarqué, mais Bah quand ouais. tu arrives là, français ou pas français, hein, les gens, les Américains, les Asiatiques, peu importe, hein, ils voient que tu es plutôt bon dans ton domaine. Il faut que je présente un attel et ça va très vite. C'est une chaîne de présentation qui Comme les US. à l'infini. Ouais. Ça, c'est ouf. Ouais. À Paris, c'est pas du tout comme ça. Non. Ce qui est très En dommage. Europe en général. Ouais. En Espagne, c'est pas comme ça. En Italie, c'est pas Ouais. comme ça. En Mm. Danemark, c'est pas comme ça. En Angleterre, Ouais. c'est pas comme ça. Mm. C'est assez unique. En fait- Je m'en fais un sans crème, moi. En fait, tu as l'impression, quand tu es à Paris, en France en général,
l'environnement dans lequel tu es. Quand tu présentes quelqu'un, tu as l'impression que ce contact t'appartient plus. Que tu te l'es fait voler quelque part, tu vois. Donc c'est un peu ça qui réfrène les gens au fait de Puis aussi, présenter. non, il y a quelque chose d'encore plus pervers. En France, quand tu présentes quelqu'un et ça se passe mal, on te rend responsable du fait que ça se passe mal. Ouais, aussi, ouais. Alors qu'ici, on présente quelqu'un, ça se passe mal, on se dit, bon, bah, Ouais. On Sinon, ne sait pas non plus récompenser quand ça se passe bien. ah oui, en plus. Parce que donc, c'est-à-dire que tu n'as aucune incentive à présenter à la personne si ça se passe mal. Tu te fais avoir, mais si ça se passe bien, tu n'as rien. Ouais. C'est vrai. Nombre de trucs. Donc c'est perdant-perdant. Ouais. Alors c'est vrai qu'ici, les gens, ils renvoient des coms, ils sont contents. Ouais, grave. et- C'est tout à fait normal pour eux. Donc je trouve ça très très cool. Et ce qui est marrant, c'est que c'est vrai avec les locaux, c'est vrai avec les gens qui habitent ici, mais c'est très vrai entre Français aussi. Bien sûr. Donc ce qui est marrant, c'est de voir les Français qui sont, comme Ouais. ils sont en France et de les voir différents ici. Ouais, quoi. exactement. Mais ça, la culture, ça change vite dans un pays quand les Ouais. gens sont contents d'être là, parce que tu as une forme d'anti-sélection. Ouais. Parce que pour venir ici, tu peux pas être le français lambda. Ouais. Donc ça a fait une sorte de filtre immense c'est sur vrai. le pays, en fait. Mm. Ça va? Tu penses que t'as assez fait de crème, frère? Je suis pas sûr. Je suis pas Parce sûr. que t'as 1, 2, 3... C'est ce que je regardais là. Après, comme ça, je le stocke, de toute façon. Ouais. Enfin, ça va pas partir à la poubelle. La crème? Ah, on mangera ce soir. Ah oui, c'est je stock. C'est le mec qui fait des réserves. Moi, il y a un truc, il faut que je confesse. Je mange la nuit. Ah ouais. Donc la nuit, si j'ai une petite poche à dos qui traîne, je peux me tirer un petit truc quelque part. J'aime bien. Oui, et puis... T'as dit que t'aimais la crème. Hein. J'aime la crème, moi. Si c'est pas bon, faut le dire. Hein. C'est pas bon. Je me gênerai pas. Mais je te fais confiance. Ça va très où ce que vous avez cuisiné pour Antoine la dernière fois? Parce que là, ça fait là-haut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça... Non, Ça veut dire que ça a l'air moins bien, là? Non, je te fais confiance du coup. Qu'est-ce que tu... C'est Toi, c'est... comme les anciens clients, tu vois, vous avez des références qui sont pas mal. Donc je vous fais confiance automatiquement. Ça, c'est le partenariat Consensus. Incroyable, le début de tout. Tu recommanderais à un jeune de 20 ans de créer son agence? Ça dépend de son but. Moi, je trouve que faire une agence, c'est le moyen le plus simple de faire un réseau. Ouais. Et c'est pour ça Ah que oui. j'ai fait ça d'ailleurs. D'accord, putain. Des réponses que j'aurais jamais vues. En fait, aujourd'hui, si nous on veut créer un produit ou un truc, C'est comment? et tu vois, c'est très bon. J'étais Est-ce qu'il y a besoin de plus de, est-ce qu'il y a besoin de plus de citron? Peut-être que ça manque de citron. légèrement plus, ouais. Ce serait top. Eh, petite touche finale. Ouais, si un jeune veut créer son agence, honnêtement, nous par exemple, typiquement, c'est pour ça d'ailleurs que je veux pas qu'on fasse juste une agence, on s'appelle Elixir Studio parce qu'on est plus un studio qu'une agence. Et c'est pour ça le but qu'on crée un écosystème autour de nous. Parce que le but c'est vraiment d'être connu de tout le monde, d'être connu de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que si on veut faire un produit demain, les VC on les connaît, ils nous connaissent, ils nous font confiance parce qu'ils savent qu'on sait faire des produits. Donc ça peut aller très vite quoi. Sando. Ça a l'air magnifique ça. Bon. C'est un chef. Et est-ce que tu peux me préparer une petite mayonnaise? Merci. Sacré mélange de saveurs. Hein. Quelle dinguerie. Avec de la coco, j'aurais jamais imaginé. Arthur, Ouh. on vient de passer un nouveau stade. Ah ouais? Plus un. Bon, super bon. J'aime bien le concept. On peut refaire ça plusieurs fois si vous voulez. Hein. On va faire plein de vidéos. C'est incroyable. C'est incroyable, hein? Et une nouvelle dinguerie. Complètement sortie du chapeau. Et tu trouves pas que on pourrait l'appeler le Marwan? S'il vous plaît. Ah, je pense, hein. J'approuve. Parce que ce sandwich, on dirait comme toi, il est doux, mais piquant à la fois. Il a... Ah, quand même, Marwan, il a des petits... de temps en temps, il... Ah ouais? Ah ouais, sous ces herbes... Si tu le voyais chasser... Il faut bien dans ce monde de brutes. Comment? Il faut bien dans ce monde de brutes. Oui, c'est ça. On est obligé. T'es bien obligé. Bon.
On a la partie la plus chiante, monter tous les sandwichs. Mais c'est bon, on a un commis pour ça. Allez, tu vas faire un deuxième sandwich, tu vois. Tu veux goûter celui-là? Tu veux que je t'en monte un deuxième moi-même? Regarde. La recette, c'est très simple. Pain grillé à l'huile d'olive. On pose le petit poulet. Le poulet a été mariné dans du fruit du dragon, Ah ouais? du citron, un peu de vinaigre de pomme, un peu de vinaigre balsamique et de l'huile d'olive. Les marinades de housse. Vraiment, c'est un sous-jingle. Marinade season. Welcome to soup season. J'adore ces séries de vidéos sur Instagram de cuisine où le mec il dit I'm going to show you everything about soup. Et tu sais, soup season. Ouais. Après il fait sauce season, butter season. Mm. All things butter. Because butter is better. Donc une fois que tu as posé ton petit poulet mariné, Ouais. tu viens chercher ta petite banane flambée. Tu mets une banane flambée, une banane crue, Ok. parce que toujours le contraste. Jouer sur le contraste. Ok. Ensuite, tu mets ta petite banane flambée. Après, tu prends ta petite sauce piquante. Tu la mets généreusement sur ta petite tartine. Très important d'être généreux, hein. En cuisine, la générosité, c'est 80% du travail. Tu te calmes, Maïté. Comment? Tu te calmes, Maïté. C'est pas Maïté qui était généreuse? Je sais pas, ouais. Hop, de la menthe, du thym. Tiens, attends. Fais-moi ça en petit. Un peu de croquant. Parce qu'il y a beaucoup de fondant. Mm. Toujours le contraste. Ouais. Fondant, croquant. Et le croquant avec ça, ça Piquant, passe très doux. très bien. Comment? Le croquant avec ça, ça passe très bien. Hop, on met. On ferme. C'est beau. On coupe. Et ça donne. Regarde C'est vraiment la bon. qualité Des layers de incroyables. cette dinguerie. J'adore. Merci. Bon. On fait goûter au public. Ouais, moi, j'ai fait goûter au public, moi. Il a dit c'était incroyable. Il est encore meilleur que celui d'avant. Ça m'a marre. Merci. On est clair. Tu sais quoi? Dis-moi. Regarde. Regarde. Ouais. Pas mal. Et là, Tu vois qu'on a changé de catégorie, là? regarde cette dinguerie. Incroyable. Il est bien génial. That's what she said. Bon. Vas-y, finis-le. Vas-y. C'est quoi le plus dur à mettre dans l'agence? Le plus dur, Le plus dur, ouais. c'est garder un standard de qualité fort. Ouais. C'est vraiment le plus dur. Parce que plus tu grossis, moins t'as de contrôle. Ouais. Donc, garder tes standards comme l'équivalent à ceux sur lesquels tu t'as battu ta réputation, c'est vraiment ça le plus dur. Ok. Après, le reste, c'est que de l'exécution. C'est vraiment une startup où tu as beaucoup de facteurs chance, beaucoup de facteurs environnement, ta capacité à lever des fonds, etc. L'agence, c'est 100%, enfin 90% d'exécution. Mais cette exécution-là qui est difficile quand tu dépasses certains paliers et tu veux garder un standard de qualité assez fort. Tu Et vois. donc toi, dans les étapes que tu as déjà vues, s'ils sont où les paliers? Nous, là, aujourd'hui, c'est ça, c'est typiquement, c'est garder le standard de qualité. Tu vois.
Donc là, autour de 10-12 personnes, c'est là où tu commences à devenir un challenge. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que toutes les agences plafonnent. Tu dis quoi? C'est pour ça que toutes les agences plafonnent. Après, tu deviens une ESN, mais c'est pas le aussi. Alors, c'est C'est un délice. Les sandwichs, c'est la vie. Franchement, c'est très bon. Et toi, tu dirais quoi? C'est quoi le plus gros challenge dans l'industrie, dans ce que tu fais? Les salariés. Ouais, gestion des salariés et cash flow. Hein. Ouais. Maintenir tes cash flow et ne pas te faire déborder, t'es vite pas payé, t'es vite tes paiements en retard, c'est, je pense, le plus compliqué de très loin. Ouais. Puis après, t'as les salariés. Et puis après t'as la pro, parce que quand même, matière première, tu n'es jamais à l'abri d'une dinguerie. Ouais, ok. Tu vois, je pense. Ok. Merci. Ça, c'est improvisé. Moi, je t'en pense quoi? Putain, mais quelle farandole. Vous êtes très très fort. Hein. Non, c'est bon, attends. Ça marche. Ouais. C'est juste cheddar, la petite salade, pomme et dinde. Il me faut la même machine que toi. Là. Il me faut la même machine que toi là, pour la pomme. T'as vu? Là-dessus. Toi, tes gadgets? J'aime bien, ouais. Ouais. J'aime bien. On les a bien trouvés. Moi, je suis gadget, moi. Mec, à chaque fois que tu pars dans un magasin Ouais. et qu'il y a un truc à acheter, tu reviens et t'achètes au cas où. On a à peu près des machines de tout au cas où. Ah ouais? Ouais, on a une sorbetière au cas où. On ferait une glace un jour. Ah ouais? Tu l'es quand même. Et le jour où Ah tu ouais. me faire une glace. Bah, Incroyable, quand t'as une Ouais. sorbetière. Franchement, On a des télés au cas où. la dernière fois, il est sur un chantier, les mecs jettent la télé, ils ramènent toutes les télés. Je dis, bah, c'était gratuit. Qu'est-ce qu'on va faire avec 5 télés? Et maintenant, il n'y a plus de télé, elles sont toutes installées. Toutes les chambres ont une télé. Sauf la mienne, quoi. Bah, tu n'as pas la place, frère. Je sais. Non, j'en veux pas, surtout en plus. Je refais un sandwich comme ça? Ça Merci. dépend de ce qui arrive après. Je vais vite caler sinon. Après, je crois qu'il n'y a plus grand chose. Hein. C'est Ah fini, ouais? hein? Bah, je suis chaud alors d'avoir un sandwich encore une fois. Attends. Tu veux. C'est un peu trop, je pense. Hein. Comment? C'est un peu trop pour moi. Ouais? Ouais, super. Bah, tu veux la moitié? Je suis chaud. Merci. Benjamin? Déguste ça. Tu sais, au Japon, il y a ce mec qui fait des sandwichs comme ça, et à chaque fois qu'il donne un sandwich, il fait Sando! Incroyable. On va dire tout au Japon là. Ouais, faut quoi. Bah, je fais un voyage au Japon là. Tu devrais venir. Vas-y, je suis Travel chaud. Weavous. Ah ouais? Prends une. Je crois qu'on l'annonce aujourd'hui, prends un ticket vite. C'est Ça quand? va être très sympa, ça va être en septembre. Non, ça, je t'ai déjà donné. Ah oui. En septembre? Mm. Je ferai 5 capos, je pense, en septembre, moi. Tu vas y aller quand en septembre? C'est pas Je sais encore? plus. De quand à quand, c'est quoi? J'ai un mariage le mi-septembre, après, juste après, je pense, autour du 15-16. Non. C'est après. Ok. Donc, on est dans la ville là, que je vais montrer juste avant. LCT, c'est ça? Ouais. Ça va faire ça. Tu connais ça? De quoi? Edge City. Non. Qu'est-ce que C'est c'est? une nouvelle ville ouverte par des innovateurs, des gens Balagie. qui veulent changer le monde. Et ils travaillent sur le futur de l'humanité, la bioscience, tout. Ils se sont tous mis dans une ville. Et ils ont demandé leur indépendance. Stylé. Mm. Et tu penses qu'ils vont l'avoir? Je sais pas, c'est une expérience sociale intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé en AI cette semaine? En AI cette semaine, Ouais, Scarlett Johansson, elle fait un procès à OpenAI mais non. pour avoir volé sa voix. Donc, l'équipe safety d'OpenAI a démissionné au grand complet en disant que Sam Altman était un psychopathe qui voulait pas du tout faire attention à l'avènement de l'AGI. Je te jure, le pauvre. Il doit se taper lui un nombre de connards. Mais c'est ça le problème de faire... d'aller à la télé, dire safety, dangerous, machin. Après, les mecs, ils y croient. Ouais. Après, les mecs, ils font n'importe quoi. Mm. Et après, ta propre équipe, elle se fait des montages psychologiques immenses à se raconter, qui vont sauver l'humanité.
Bah, c'était un peu le sujet Discord entre Elon Musk et Sam Altman, non? Ouais, Quand ouais. Elon Musk a quitté. Je pense que Musk là-dessus il est pas très honnête. Je pense qu'il possible. aime bien se raconter qu'il est le sauveur de l'humanité. Et... Bah, toutes ces boîtes le De montrent. toute façon, on va la faire simple. Déjà, personne ne sait si on va réussir à construire une AGI ou pas. Déjà pour Ouais. commencer. Mhm. Supposons qu'on arrive à le faire. Comment le fait d'anticiper le Magnifique. problème va permettre d'aider à résoudre le problème? Sur quelle planète le fait d'anticiper un problème a un jour aidé à résoudre un problème? Imagine, tu es sur le point d'inventer l'avion. Ouais. Et il y a un mec qui vient qui dit « Attention les gars, si on commence à se balader dans les airs et que ça tombe, on va faire des morts. Mhm. Donc je propose de créer l'autorité internationale de régulation de l'aviation et on va tous se réunir pour mettre en place des normes. » Ces mecs se réunissent pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avant que l'avion truc. Et donc, qu'est-ce qu'ils croient qu'un avion est? J'imagine que c'est un truc avec des ailes qui battent. Mhm. Et ils font des centaines de normes sur à quelle vitesse les ailes doivent battre et tout. Et là, l'avion arrive et les mecs regardent et font « Ah bah ça, on n'avait pas prévu. Bon, bah, on jette tout, on recommence. Ça n'a aucun sens. Et donc, de toute façon, quand bien même une AI va nous buter, bon, bah, si elle veut nous buter, bah, on est mal. Parce que je crois pas que c'est le mec dans son labo en Californie qui va nous sauver. Et quand bien même ce serait lui, il ne pourrait le faire qu'en réaction à un problème réel. Ouais. L'anticipation des problèmes, ça marche jamais. Que pensait Larry Page aussi. Hein. On C'est le vraiment, répète, ils ont c'est pire. Larry Page, c'est un spécie. Il pense que Ouais, ils sont- un Non, anti-spécie. ouais. C'est Elon Musk qui était le spécie. Ouais. Larry Page, il pense que de toute façon, on sera mieux sans les humains avec une IA qui nous bute. Ouais. Ça, c'est encore le niveau au-dessus. Ouais. Pour lui, ça fait partie de l'évolution. Moi, Ça sera mieux sur les humains quand même. je sais pas, moi, j'ai jamais été humaine, enfin. Je veux dire, Je suis sûr de la réponse, mais à 100%. J'ai pas de perche aussi. en même temps, moi, si vous me fournissez un robot et je peux pas faire la différence entre le robot et Laurie, bah, peut-être que je préférerais le robot à Laurie. Hein. Qui sait, hein? Peut-être. Hein. Pauvre Laurie. Comment ça, pauvre Laurie? Qu'est-ce que t'en sais? J'avoue. J'avoue. On J'en t'invite sais rien. dans notre maison. Tu manges nos sandwichs et tu m'insultes comme ça devant la caméra. Je suis Marwan, désolé. je pensais que t'étais marocain. Je comprends pas les règles de l'hospitalité, tout ça. Non, je suis très chaleureux. Toi, t'as des problèmes, toi aussi? Ouais, j'ai des problèmes. Ah ouais? Bah, c'est le sujet le plus chaud du monde. Hein. En vrai, sur ton cas d'actualité, il m'en a fait une série, non? Comment? Il m'en a fait une série, hein. Ah, tu parles de mes procès et tout ça? Ouais. Bah, Netflix a dit que non, parce que c'était pas, je n'avais pas volé assez d'argent. Ah ouais? Et que c'était vraiment une affaire de. La nana a dit, mais attendez, au moment où on va faire une série sur un mec qui a volé 3 millions, enfin, nous, on a une réputation. Hein. C'est vrai. Donc, non. Non, mais il y a une dinguerie cette semaine. Voilà, c'est ça dont on va parler. C'est sûr. Tu relances de Family. Ah oui, il faut en parler, ça. C'est vrai, c'est vrai. La vraie dinguerie, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, c'est Steve Jobs qui l'a annoncé. Ouais. Et ça, c'est un sacré honneur. Des mots très élogieux à ton égard. Des mots très élogieux. D'ailleurs, dans un ton très Steve Jobesque. Hein, Ouais. je me suis dit, oh, putain, ça fait plaisir. Non, mais Steve. surtout, c'était visionnaire, quoi. Il l'avait vu tellement longtemps à l'avance. Ouais, c'était- surtout il est jeune sur la vidéo, donc je me suis dit, putain, il l'avait vu à l'époque. Ouais, ça Crâne. ouf. Ça ouf, Ouais. ça ouf. Non, mais écoute, il y a un moment, il va falloir montrer aux gens qui est le boss. Hein. Je veux dire, ils sont tous là à faire les malins, soi-disant. Parce qu'en fait, c'est parti de 3 choses. Première chose, j'ai passé une semaine à Paris pour ces conneries-là. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs de famille. Et le message qui est ressorti, c'est tu nous as abandonnés, tu as abandonné l'écosystème, tu aides plus les startups alors que tu étais super bon, machin. Alors moi, bon, c'est vrai que être considéré comme un service public comme ça me fait toujours un peu chier. Mais en même temps, je vois bien que j'aime bien ça. Si, j'aime bien aider les entrepreneurs. Ouais. Ensuite, une des raisons pour lesquelles j'en avais marre de faire The Family, c'est que j'en avais marre de partager de la valeur avec des gens qui ne le méritaient pas. Et faire 90% du travail en ayant 10% des parts, il y a un moment, ça commence à me taper sur le système. Quoi.
Même si t'es collectif, famille. En fait, il y a un moment, c'est juste trop. Et comme c'est un truc vachement bizarre, parce que tu démarres souvent les projets à égalité et tout, et tu avances pas à égalité. Si les humains n'étaient pas humains et qu'ils n'avaient pas d'ego, et qu'ils étaient capables de renégocier l'equity, etc., il n'y aurait pas de sujet. Mais les gens en sont incapables. Ouais. C'est pas, moi, j'ai jamais vu une boîte où les mecs démarrent à 50-50 et au bout d'un moment, le mec dit franchement, t'as fait beaucoup plus de valeur que moi. Tiens, reprends 25, je suis content. C'est compliqué. Hein. Comment ça n'existe pas dans le monde réel, en fait. Même légalement, faire des chats qui soient fluides comme ça, c'est compliqué, je pense. Ouais, ce serait compliqué. Ouais. Et donc là, c'est vrai que je suis dans une situation un peu libre où je sais exactement comment construire un programme qui amène un entrepreneur de « je suis paumé, je sais pas quoi faire » à sa première levée de fonds, de la façon la plus directe, rapide, sans que ça me prenne un temps plein. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois que je fais, je connais exactement c'est quoi les problèmes, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les trucs. J'étais curieux de voir à quel point, si moi je postais juste un message, combien j'aurais de gens. Et alors, c'est un truc de fou. Hein. J'ai vu tes notifications, frère, hier soir, ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas, ouais. 70 apply, 10 sérieux. Et 5, je pense que je vais prendre. Donc là, j'ai déjà un portefeuille de 5 startups dans lesquelles j'ai 5%. Donc 5 shots à une boîte de plus 100 millions. Ça veut dire que si un seul des 5, ça rembourse déjà les fameux 3 millions soi-disant détournés. Et en fait, je comprends pas que personne ne veuille voir qu'il y a un moment donné, quand tu te prétends entrepreneur, que tu te prétends machin, il y a un moment où tu devrais aussi être capable de créer de la valeur. Et donc voilà. Et donc en fait, je me suis dit, bon, je vais pas le faire que pour la vengeance, je vais pas le faire que pour prouver, mais je l'aurais pas fait sans tout ce bordel, ça c'est vrai. Mais maintenant que je suis engagé, j'ai envie de le faire à fond. Et si je peux aider des entrepreneurs des pays émergents à accéder aux US, parce que c'est ça le positionnement. Le positionnement, c'est oublie. La France, c'est un pays émergent ou Ouais, bien sûr. Ok, d'accord. C'était pour être sûr. C'est exactement le sujet. Donc, mon idée, c'est vraiment de pouvoir aider tous les pays émergents du monde à pouvoir accéder aux US. Et évidemment que la France, c'était un grand pays, mais ça l'est plus. Que les gens qui sont pas d'accord avec ça, il ferait mieux de pas appeler au labyrinthe, hein, parce que on va pas aller chercher on va pas aller chercher de la BPI, on va pas aller chercher des clients français, non. On va faire des boîtes qui visent day one les US, qui se développent mondialement. Et le fait d'être français, italien, espagnol, etc. ne compte pas. Et d'ailleurs, en termes de stratégie de contenu, je vais faire mes avatars IA dans toutes les langues. Et donc, je vais aller chercher un tunnel de gens qui regardent les vidéos en russe, en italien, en espagnol, en japonais, pour convertir le top 1% en anglais, pour créer des batchs qui vont faire des boîtes les plus ambitieuses du monde. Et je pense qu'on sous-estime à quel point il y a des entrepreneurs extrêmement ambitieux sur Terre, qui n'ont jamais vu ycombinator.com, qui sont culturellement très loin des Américains, qui n'arrivent pas à interagir parce qu'ils n'ont pas les codes. Tu sais de quoi je parle, tu sais à quel point c'est dur quand on vient de nos pays de regarder les US, de croire que c'est possible. Et il y a des vraies barrières mentales que je pense être capable d'enlever. Et je pense que si on enlève juste ces barrières mentales, eh ben on va créer un portefeuille de malades. Et quand j'aurai créé un portefeuille de 100 millions, eh ben cette fois, il m'appartiendra à 100%, et pas à 10%. Comme ça, je pourrais payer plein d'avocats. Après, toi, tu veux internationaliser, tu le fais day one, c'est ce que tu as raté chez The Family, je pense. Ouais, en tant qu'Airbus chez The Family, je pense que c'est ce que vous avez raté. Ouais, complètement. C'est de pas essayer d'être une boîte française, et vous n'avez jamais quitté le fait que ce soit une boîte française. Ouais, exactement. D'ailleurs, ça, c'est cool. D'ailleurs, l'autre différence qui est incroyable, c'est l'IA. Bah ouais. Parce que tu vois, il y aura GPT, tu peux parler 24 heures sur 24, poser tes questions. La review des decks, on va la faire en IA. Le démodé, les vidéos, les feedbacks, etc., ça va être une IA entraînée par moi. En fait, je vais pouvoir remplacer plein d'employés qui comprennent jamais rien et qui n'ont jamais réussi à répliquer mon savoir-faire par des dizaines d'agents IA qui vont pouvoir faire des trucs incroyables. Ça va être ouf. Et toi, tu penses que tu arrives à le faire day one, mondial, international, dans toutes les langues, dans tous les trucs? Ouais. Ce coup-ci, c'est bon. Ouais, je pense. Grâce à l'IA. Et tu lèves pas de fonds sur cette boîte? Non. Zéro. Mais même pas. Zéro. Je veux même pas d'amis dedans. Zéro.
Même pas un très bon ami. Désolé. Qui commence par un A. Désolé. Attends, juste pour voir. Ouais, je Et qui pourrais. commence par un M? Non, il n'investit pas, mais juste pour voir Ah, si... Marwan. Non. Et t'as des focus sectoriels où tu prends tout En fait, t'es je prends- agnostique sur le secteur. Je suis agnostique sur le secteur. La seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que la boîte a une chance soit de produire. Il y a 3 dimensions dans le portefeuille. Soit des boîtes qui peuvent produire à 4-5 plus de 10 millions de chiffre d'affaires, donc des SaaS, des logiciels d'entreprise, etc. Soit des boîtes qui peuvent produire plus de 100 millions de valorisation, hardware, medtech, etc. Soit des boîtes qui me font vraiment marrer. Tu fais des trucs, tu vois. Par exemple, là, il y a un Apply, c'est un mec qui fait une boîte dans la musique. Je pense que business, pas terrible, mais ça me fait marrer. Et je pense qu'il faut un mélange de choses comme ça pour créer un portefeuille diversifié, sympa, tu vois, qui me donne aussi du plaisir à accompagner, etc. Et d'ailleurs, on va revenir aux fondamentaux. Apply, il n'y a pas d'instruction. Tu trouveras aucune instruction sur comment apply. Il faut envoyer un email et il faut être convaincant par email. Et ça, c'était le meilleur filtre ever, en fait. Dès que les gens ils commencent à remplir des dossiers, des machins. Vous avez fait ça après? Vous avez fait des dossiers? Ouais, nous, après, on fait des dossiers. À partir du moment où on fait des dossiers, ça s'est écroulé. Ok. Parce qu'en fait, si tu dis, je veux sélectionner des gens entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est déjà être entreprenant dans la façon dont tu te présentes. Ouais. Si tu dis, oui, bonjour, je voudrais appeler, je sais pas comment faire, t'as déjà échoué, en fait, comme entrepreneur. C'est-à-dire que t'as pas compris que c'est un deal, t'as pas compris qu'il suffit d'écrire un email, d'être convaincant, et que c'est ton boulot d'être convaincant, en fait. Ouais. Ok. Et 5% d'equity. 5% d'écoute. Si les boîtes ont déjà levé, elles peuvent apply. Ouais, bien sûr. Tu prends 5% à la base. On prend 5% moins l'equity story. Ok. Il y a un démodé. Ouais, je pense. Et le démodé, il est remote. Alors, je sais pas s'il y aura un démodé d'ailleurs, j'ai pas décidé. Je me demande si le démodé n'est pas remplacé par une IA d'intro massive à des milliers d'investisseurs à travers le monde en one-on-one. C'est cool. Que démodé, tout le monde doit être au même rythme. C'est peut-être pas le bon moment pour toi de lever. Notamment, j'hésite à faire des batchs. Est-ce qu'il y a des... Ouais. Les batchs, ça, c'était un truc très cool de The Family, c'est qu'il n'y a pas de batch. Ouais. Jusqu'à la dernière étape, Ouais. dernière itération. Mais... Et il y a des trucs qui font que c'est impossible de rentrer chez The Labyrinth. Il y a des critères, toi, tu sais que c'est... Bah, déjà, si tu parles pas anglais, hein, ça va Bon, rendre tu parles beaucoup- pas anglais. ça va rendre Bah, beaucoup tu peux long. apprendre anglais. Ouais, tu peux apprendre. Non, mais il n'y a rien que tu peux pas changer. Hein. Genre, imaginons, Marwan, il a levé de l'argent avec la BPI. Ouais, Il t'envoie un appel, il dit j'ai de l'argent de la BPI. c'est mort. Voilà, tu vois, je savais où je voulais venir. Mais tu peux planter ta boîte, en Enfin, faire une les nouvelle. erreurs, Et vous c'est- avez fait les pistes, c'est pas le bon plan. Et cette fois, tu comprends que c'est chez moi qu'il faut venir. Ok. Pourquoi en vrai, là, il y a plus de. J'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de contre-pouvoir à la BPI. Là, à l'époque de Family, il y avait quand même un gros pouvoir BPI, un contre-pouvoir. Ouais, c'était nous, ouais. C'était vous. Il n'existe plus. C'est quoi les arguments qu'on le rappelle un petit peu de pourquoi est-ce que c'est une bonne idée de prendre de la BPI, pourquoi c'est pas une bonne idée et pourquoi est-ce Non, que... mais c'est purement idéologique de ma part. Il y a un moment, c'est même pas d'argumentation. C'est que si tu penses que l'argent des taxes moyennes, des classes moyennes, devrait être utilisé pour être dépensé par des entrepreneurs, et que tu vis bien avec toi-même le fait que cet argent qui a été durement gagné par des gens qui travaillent puisse être utilisé par l'accélérateur de particules parisien pour faire des startups qui n'iront jamais nulle part, et tout le monde sait que ça ira jamais nulle part, parce que tu es passé par un mec, un copain à la BPI, et que tout ça, c'est une mafia qui cède et qui subventionne les uns les autres, et ben si tu penses que tout ça est légitime, et ben tu vis dans un monde qui m'intéresse pas, parce que tu vis dans un monde qui est honteux. Et moi, je veux que les gens intéressés par le labyrinthe, ça doit être des libertariens qui comprennent qu'ils ont envie d'opérer dans un monde où leur travail rapporte leurs revenus et qu'ils n'ont pas de subvention et qu'ils ne veulent pas l'argent de gens qui malheureusement ne le méritent pas. Tu peux venir, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu penses... Et est-ce que... Moi, j'ai un truc, c'est est-ce que... tu sais, il y a un moment, il y avait un truc qui se disait, qui était un peu... Prendre de l'argent de BPI, c'était un peu manque d'ambition.
parce que 10 heures et tu peux te faire bloquer ton deal par Montebourg parce qu'il était mal luné ce jour-là et que. Ouais, Tu je vois, pense que c'est de moins en moins on est vrai. d'accord Ça. que c'est plus vrai ça. Non, jusqu'au moment où ça le redeviendra. Mais là, avec Macron, il n'y a pas cette ambiance. Mais regarde le risque que tu prends. Là tu prends le risque en 10 ans. Hein. C'est pas Là, c'est pas aujourd'hui. Hein. tu prends le risque que du prochain président ait beaucoup de pouvoir sur toi, en fait. Mm. Avoir de l'argent de l'État dans ta boîte, c'est prendre le risque de l'État. Et c'est un risque de contrepartie que la plupart des gens ne devraient pas prendre, quoi. C'est quoi les risques de contrepartie d'avoir un VC dans ces tables? Bah, le VC, c'est l'humeur du VC, la relation avec le VC, etc. Et notamment, en fait, je pense que les gens n'ont pas compris encore à quel point l'IA avait un impact immense sur la création de startups. Parce que si tu te dis qu'aujourd'hui, un ingénieur avec de l'IA, il fait le travail de 10 ingénieurs. Ça veut dire qu'avant, quand tu avais besoin de lever 100 000 euros par mois de cash burn, maintenant, tu n'as plus besoin que 10 000 euros par mois de cash burn. Bah avant, tu le payes le double quand même lui. Comment? Le super ingénieur, tu le payes le double, donc ça fait 20. Ok. Donc, tu passes de 100 à 20. T'as vu, je te fais des petites passes comme ça. T'es chaud. C'était si cher que ça, moi. Le gars plus cher que ça. 30. Avant, tu étais à 100, maintenant, tu payes Marwan 30. Voilà. Voilà. Mais Par jour. donc, si tu imagines que tu as ce genre de rendement, ça veut dire que là où avant, tu devais lever 2 millions, maintenant, tu n'as plus besoin de lever que 300 000. Donc, 300 000, tu n'as pas besoin de VC, tu n'as besoin que de business angel sympa. Et si tu as besoin que de business angel sympa et que tu peux passer cette étape, ça veut dire que tu as beaucoup plus d'equity. Parce que si tu fais à la même valo 300 000 à 10 millions de valo, si tu fais 3 millions à 2 millions à 10 millions de valo, ça fait 3% de dilution contre 20. Donc peut-être que tu donnes pas 3, mais tu donnes 5. Et donc, ça change complètement la donne. Et je pense que, les entrepreneurs n'ont pas encore intégré le pouvoir de l'IA dans leur boîte. Et un des buts du labyrinthe, c'est de casser les couilles de gens pour que l'IA soit instaurée en temps réel dans toutes les étapes. Tu fais du marketing, tu utilises de l'IA. Tu fais du growth hacking, tu utilises de l'IA. Tu fais du développement, tu utilises de l'IA. Tu audites ton smart contract, tu utilises de l'IA. Et si tu n'es pas prêt à utiliser l'IA à tous les étages, ça veut dire que tu n'as pas compris l'ambiance maintenant. Et d'ailleurs, le but du jeu à labyrinthe, c'est pas utiliser les IA d'aujourd'hui, mais c'est de faire le pari sur les IA qui arrivent. Parce que la meilleure façon, là, en ce moment, de construire des startups ambitieuses, c'est de faire des paris sur GPT-5 et GPT-6. C'est de te dire, OK, le modèle, il est là, il va aller comme ça, et si tu arrives à bien timer où il est au moment où toi, tu es prêt, tu vas faire des levées incroyables. Vous utilisez un peu d'IA, vous, en dev? Ou Ouais, ailleurs? quand même. Ouais, quand même. Surtout pour les process un peu chiants, du test unitaire par exemple, ce genre de choses. Je sais qu'ils le font pour d'autres choses, mais après, j'ai pas la vue sur tout ça. Tu vois. En tout cas, si je peux donner un conseil pour finir cette petite émission, c'est casse les couilles de tout le monde dans ta boîte pour utiliser plus d'IA. Et je te jure, tu t'assois à côté d'eux, Ouais. tu les regardes bosser, tu notes tout ce qu'ils font. Ensuite, tu passes ça à un spécialiste IA où tu enregistres leur écran et tu dis à quel moment, quels outils d'IA ils auraient pu utiliser et tu leur donnes la feedback loop jusqu'à ce qu'ils utilisent l'IA. Ils vont résister, ils vont dire que ça sert à rien. Et quand ils vont le faire, ils vont avoir 10, 20, 30x de productivité. Et tu n'imagines pas à quel point ça peut aller loin. Par exemple, vous, dans votre agence, vous pourriez commencer à entraîner. Tu prends un mec et tu lui demandes d'entraîner un modèle sur tout le code que vous avez produit. Ouais. Par exemple, tu peux demander à un mec de redocumenter tout le code que tu as produit dans le passé, de recleaner tout, de voir toutes les failles de sécurité. Si tu commences à mettre des gens comme ça, ton agence en productivité, elle va faire x5, x10, x20. Excellent conseil. C'est vrai que le but, c'est de limiter l'humain, en vérité. Bien sûr. Moins t'as d'humain, mais ça. Surtout dans une agence. Ouais. Okay. Surtout dans une usine. Ouais, ça, c'est autre chose. Je pense que ces IA-là, elles ne sont pas prêtes. Ah, tu sais, c'est comment ça? On a des IA de nesting qui sont vachement bien faites. Ah ouais? Ouais, qui permettent d'économiser du bois, qui te disent plutôt que couper ça dans 2 planches, tu mets ces 2 trucs dans une planche, puis ça dans une autre. Et à l'échelle d'un projet, en fait, ça fait des vraies différences. Tu l'as essayé, toi? T'as essayé ce genre de choses? Ouais, ça marche. Ok, trop stylé. Ça marche hyper bien. Putain. Voilà. Incroyable. À nos amis les IA. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Gros bisous. Merci Marwan. Merci à toi, Arthur. Merci, mec.